Le déclic s'est passé un soir en fait où pour la énième fois avec un ami à Paris, on s'était dit allez ouais dans 10 ans, dans 15 ans, on fera notre alia et puis on verra et ça sera plus tard et plus tard et plus tard. Mais le plus tard se transforme parfois en jamais. Et puis ce plus tard en fait ça voulait dire que si on fait notre alia à 60 ans, super. Mais les enfants en fait auront le temps de trouver leurs copines, qui viennent leurs femmes, avec leurs études en France. Et on s'est dit voilà, s'il y a un timing en fait, ce timing c'est maintenant. Et il faut le faire maintenant. Boris Janicek, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on dit Janicek, Janicek. Les deux. À la tchèque, à l'israélienne, c'est Janicek, à la française, c'est Janicek. Vous avez une carrière impressionnante. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de vous interviewer aujourd'hui. Là, nous nous trouvons dans vos bureaux d'Estée Lauder en Israël. Oui. Mais vous avez beaucoup d'expérience dans la beauté, dans le luxe. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce que vous avez fait avant de parler de votre alia? À l'issue de mes études, j'ai intégré le groupe L'Oréal, où je suis resté quelques années. Au départ, sur des fonctions de marketing, développement régional, sur l'Europe de l'Est. J'ai passé 3 ans fabuleux aux Pays-Bas, où de un enfant, on est passé à 3 garçons. Et je suis resté 12 ans chez L'Oréal et j'ai ensuite créé ma propre entité, ma propre agence de conseil de marque. Et j'ai intégré le groupe Estée Lauder Companies à la tête de clinique, au départ Benelux, ensuite France. Et puis voilà, après quelques belles années au sein de cette magnifique entreprise, j'ai pris les rênes de la durée, basée en France mais qui rayonne à l'international. Magnifique maison de savoir-faire à la française et je suis ensuite allé chez LVMH, où j'ai pris le pôle de la division des vins du groupe LVMH. Et voilà, changement de cap radical. On s'est dit avec ma femme il y a 2 ans, allez c'est le moment, ça s'est fait très vite. On est parti et on a fait l'alia. Comment on décide avec votre profil, aussi quand on a une famille, un beau jour, de tout quitter, de tout recommencer? Je crois que vous aviez presque 50 ans. Ouais, j'avais 48 ans. On a du mal à exactement décortiquer le processus psychologique qui nous a amené à faire cette alia. Je suis venu il y a 2 ans, en mai 2021. Le pays était ouvert. Il faisait beau à Tel Aviv, j'avais des messages de mes copains ici qui me disaient « mais passe, viens nous voir », etc. J'avais déjà le passeport israélien et à Paris, on était encore en plein confinement. Passeport israélien, pourquoi? Ma mère est née ici, ma mère est née à Yafo. C'est ça, inconsciemment, qui vous a poussé à venir en Israël? Certainement. J'ai aussi été bercé par les histoires que me racontait mon grand-père quand j'étais petit. Mon grand-père est né à Oran. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fait son alia. Il est arrivé en Israël en 1945. Il s'est engagé dans l'Irgun, il a fait la guerre d'indépendance, il a rencontré ma grand-mère qui était dans la Haganah. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants, ma mère et puis son petit frère, Marcel. Et ils ont passé leurs premières années dans une espèce de baraque abandonnée sur la plage à Yafo. Il n'y avait pas de toit, c'est l'histoire que ma mère me raconte. Et voilà, quand on grandit avec ce type d'histoire, quand on entend récits de l'Israël des premières années. Lui, il était chauffeur de bus sur la ligne 5 à Tel Aviv, qui existait déjà donc à l'époque. Il livrait des fruits, voilà. Et puis c'était un pays qui était en train d'être créé, donc tout était encore tout neuf, tout frais. Et puis c'était la guerre, c'est la guerre depuis le début, mais c'était donc les premières guerres d'Israël. C'était intense, c'était dense, mais évidemment, du côté de ma mère et de mon oncle, c'est des années merveilleuses. Avec 2 parents très aimants. Ma grand-mère arrivait de Turquie et elle rencontre donc cet homme fougueux, mon grand-père, qui lui arrivait d'Oran. Et c'est vrai que ce sont 2 personnes qui ont beaucoup compté pour moi, mes grands-parents maternels. Pourquoi ils sont partis d'Israël? Ils ont quitté Israël parce que mon grand-père a perdu son propre père en 1958. Et il a voulu retrouver sa mère, il a embarqué sa famille, sa femme, ses 2 enfants. Ils sont retournés à Oran, auprès de sa mère, et ils sont restés en Algérie donc jusqu'en 1962. Et là, comme tous les Français d'Algérie, comme tous les Juifs d'Algérie, en fait, ils sont partis, ils ont rejoint la France. Je pense à mes grands-parents tous les jours. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que j'ai leur image en tête, sans que j'ai leur accent en tête, leur voix. Voilà, ils ont été très importants pour moi, ils le sont toujours encore aujourd'hui, même s'ils sont disparus. C'est un exemple pour moi. Ma grand-mère était gardienne d'immeuble à Aubervilliers, mon grand-père était chauffeur. Et c'est un exemple d'humilité, de travail, de résilience là aussi, qui pour moi est voilà, la voie à suivre. Mais ce voyage, il y a 2 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été comme une sorte de révélateur.
Il s'est passé une multitude de choses à ce moment-là. J'ai atterri 2 heures avant les attaques du Hamas, en mai il y a 2 ans. Et ça a été comme un déclic. Mes amis en France me disaient mais rentre très très vite. Et à l'inverse, en fait, je me disais mais non, finalement c'est ici qu'il faut être. Je suis venu passer 2 semaines en Israël pour m'aérer la tête, me changer les idées, voir autre chose, profiter du beau temps. Il pleuvait encore à Paris. Et de 2 rendez-vous prévus pour sentir un peu le marché, en fait, j'ai rencontré en l'espace de 2 semaines plus de 50 personnes, 52 personnes précisément. Ça a été hallucinant, c'est allé très très vite. D'un message sur LinkedIn vers une personne que je ne connaissais pas en fait, ça s'est transformé en plus d'une trentaine de rendez-vous. Et donc j'ai enchaîné les rendez-vous, je suis tombé sur des personnes qui à la fois étaient très franches, très directes, très accueillantes et très partantes pour me donner des conseils et m'épauler. Viens, quand tu seras ici, tu auras ta place. Un parcours qui fait que tu peux apporter des choses dans ce pays. C'est des rencontres qui m'ont fait comprendre qu'il y avait une espèce d'approche très directe, avec une absence de formalisme aussi qui me plaît beaucoup. On va droit au but, on se dit les choses, et puis une personne avec qui on accroche va vous en présenter 3 autres. Et chemin faisant, on finit par se dire que c'est là que ça se passe. Alors c'est là que ça se passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un avenir plus intéressant, plus enrichissant que ce qu'on pouvait trouver en Europe? C'est ça ce que vous avez pensé à ce moment-là? La France, moi, m'a tout apporté. Je suis né en France, j'y ai passé des années merveilleuses et j'étais et je resterai toujours accroché à la culture française, à l'histoire de la France, qui est un pays merveilleux. Avec 3 garçons et l'envie de voir autre chose, l'envie de se réinventer, on s'est tout simplement dit qu'il y avait une opportunité pour arriver dans un pays qui a tellement à offrir, qui est tourné vers l'avenir. On parle de Startup Nation et c'est pas pour rien. Ce qui se passe ici, c'est absolument fou. Et ce sentiment que j'ai eu il y a 2 ans, qui était vraiment très très présent, en fait, continue d'évoluer et je réalise tous les jours la chance qu'on a d'être là. Et c'est pas tous les jours facile, mais ce sentiment qu'on avait avec ma femme de venir en Israël et d'offrir ce cadeau à nos enfants, il se confirme tous les jours en fait. Le plus grand aujourd'hui a 17 ans, le dernier a 12 ans, il fera bientôt sa bar mitzvah. Les 3 sont super épanouis ici, c'était pas gagné. On a fait un pari, en moins de 3 mois, on a débarqué en Israël. Après ce voyage, vous êtes dit, on s'en va. Ils m'ont tous dit oui, alors ça a été un petit peu un espèce de choc au départ, et puis finalement les barrières sont tombées. Très rapidement, je suis rentré le 28 mai 2021 à Paris. Le 17 août, on était là. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Ma femme avait sa boîte qu'elle avait créée dans la mode, une très très jolie marque qu'elle a lâchée. Et puis finalement, voilà, on s'est installé dans un quartier sympa qu'on a découvert aussi. Il y a eu une phase de lune de miel, clairement. Pendant 1 an, on a profité de tout ce qu'Israël avait à offrir de plus beau et de la ville en particulier. On a fait l'Ulpan 3-4 mois avec ma femme, on était en même niveau. Elle m'a depuis éclaté, hein. Elle a réussi à apprendre plus vite et mieux que moi, évidemment. Mais ça, c'était super important de faire un Ulpan avec les autres en classe, retourner sur les bancs de l'école pour vraiment se mettre dans le bain de la langue et de la culture et des nuances. Et puis on a profité de la vie, quoi. Et puis on s'est installé, parce qu'il fallait que les enfants trouvent leur marque, qu'il fallait qu'on trouve nos marques nous aussi. C'est important de prendre ce temps-là. Ah, c'est primordial. Pas griller les étapes. C'est primordial. Avec mon épouse, on a évolué dans pas mal de pays, on a pas mal bourlingué pour le plaisir, pour le boulot. Ici, c'est une autre planète, c'est pas juste un autre pays. Tout va à une vitesse folle, en mode vraiment fast forward, hein, comme sur, voilà, on est en accéléré, en permanence. Les gens ont une capacité à rebondir, même après un échec, qui est absolument incroyable. Une résilience, une réactivité, une agilité, qui est probablement issue de la culture, de l'éducation, de l'armée, de tout un tas de choses. Hein. C'est très intense en fait, c'est super super intense. Vous êtes venu plus pour les enfants, pour l'avenir de vos enfants ou pour vous? On s'est dit que c'était ici que ça se passait, qu'il fallait vraiment tenter quelque chose, mais pas tenter 6 mois, tenter quelque chose dans la durée en Israël. Et quand on a pensé au timing, en pensant à notre aîné qui allait entrer en première, on s'est dit que c'était maintenant. Si on voulait se donner la chance de nous installer en Israël, avec la chance d'avoir nos enfants à nos côtés, c'était maintenant. Pourquoi vous ne vouliez pas venir à la retraite? C'est marrant parce que le déclic s'est passé un soir en fait où pour la énième fois avec un ami à Paris, on s'était dit allez ouais dans 10 ans, dans 15 ans, on fera notre alia et puis on verra et ça sera plus tard et plus tard et plus tard. Mais le plus tard se transforme parfois en jamais. Et puis ce plus tard en fait ça voulait dire que si on fait notre alia à 60 ans, super. Mais les enfants en fait auront le temps de trouver leur copine, qui viendra de leur femme, avec leurs études en France, sans avoir fait l'armée, qui est un élément d'intégration en Israël qu'on estime important, clé. Et on s'est dit, voilà, s'il y a un timing, en fait, ce timing, c'est maintenant. Et donc, je suis rentré en mai, on a fait notre alia mi-août, et les enfants ont intégré l'école en septembre.
Qu'est-ce qui a changé dans leur vie par rapport à leur quotidien en France? La question serait plutôt de savoir qu'est-ce qui n'a pas changé. Parce que tout a changé en fait. Je les trouve super épanouis. Je les trouve très sportifs. Ils l'ont toujours été, mais ils le sont encore plus. On habite pas loin de la mer, alors ils font du surf. Il y en a un qui est gardien dans une équipe de foot, l'autre qui fait des compètes de volleyball. Et les trois sont très épanouis. Le grand m'a dit il n'y a pas longtemps, papa, c'est le plus beau cadeau que vous avez pu nous offrir, maman et toi. On a le sentiment qu'on est ici pour vraiment montrer ce qu'on a de mieux à offrir en Israël. Donc c'est très très fort. C'est extrêmement fort et on les sent épanouis ici. Il y a toujours ce petit décalage quand même. On les sent épanouis mais ils n'ont pas les refs. C'est pas encore évident. Ils se sont pas fait des super potes israéliens. Pas encore. Ça prend du temps. Ça va venir, on est confiant. Ce qui intéresse beaucoup les Français ou les gens qui nous regardent, évidemment, c'est le travail. Vous, par où vous avez commencé? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé après l'Ulpan? Pendant l'Ulpan, j'ai pas cessé de bosser complètement. J'ai fait des missions de conseil à droite, à gauche. Ce qui était important, c'est d'arriver ici avec l'esprit ouvert. Parce qu'on peut pas être dans la comparaison avec ce qui se passe en France ou dans le reste du monde. Encore une fois, c'est une planète à part. D'être ouvert à ce qui se passait, à ce qu'on entendait, et puis de commencer à activer des réseaux. Et si on n'en a pas, de les créer, ces réseaux. Parce qu'il y a une forme de solidarité qu'on trouve nulle part ailleurs. On va contacter des personnes qui bossent dans divers secteurs, on aura très très souvent une réponse, un retour, qui ne débouchera pas forcément sur un job, mais sur des conseils, sur une piste. Et donc, pendant l'Ulpan, on a réactivé quelques réseaux, quelques personnes qu'on avait pu rencontrer. Parmi les 52 rendez-vous que vous aviez auparavant. C'est ça. Mais c'est des personnes, ces 52 personnes-là, je ne les connaissais pas en fait. J'en connaissais peut-être une ou deux au départ, mais ça s'est fait très très vite. Quand j'ai contacté 2-3 personnes sur LinkedIn, des personnes assez haut placées dans leur entreprise respective, elles m'ont répondu tout de suite. Première surprise. Et elles m'ont répondu pour me proposer un rendez-vous demain. Donc c'était un premier choc. En France, quand on cherche à rencontrer un patron ou un membre d'un comité de direction d'une boîte, l'équivalent du CAC 40, pour avoir un retour, il faut s'accrocher. Et puis quand on a un rendez-vous, en général, il est calé 3 mois à l'avance. Ça s'est fait très vite. Et tout ça, c'est encourageant en fait. C'est encourageant. Ça nous aide à mettre le pied à l'étrier et à se dire, ok, j'ai peut-être ma place et je peux trouver ma place en Israël. Comment vous avez commencé à bosser ici? Alors, j'ai repris contact avec une entreprise pour laquelle j'avais travaillé, Estée Lauder Companies. J'avais adoré bosser pour cette entreprise. On était restés en très bons termes. Et quand je suis arrivé en Israël, j'ai contacté le président de la filiale israélienne, qui est un type absolument incroyable, et qui m'a dit « Boris, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Discutons, voyons », et puis on s'est calé sur un timing et ça s'est confirmé. On a créé notre chance en fait d'y arriver, que ce soit pour moi ou pour mon épouse. Mon épouse, c'est un peu la même histoire. Elle a montré de quoi elle était capable en contactant les personnes de son univers, de son réseau, qui est plus la mode, qui est plus le retail, et elle a trouvé un super job dans une belle entreprise aussi. On avance, on se donne notre chance. Il y a cette part d'inconnu qui est inhérente en fait à l'ALIA, je pense. Et c'est ce qu'on nous a dit avant de faire l'ALIA. Les gens à qui on parlait nous disaient « mais attends, viens d'abord, et quand tu seras ici, on parlera. On parlera quand tu seras là. On est là maintenant, alors rencontrons-nous, et puis avançons. » Et puis ça s'est fait. Vous travaillez dans un milieu complètement israélien. Seulement après 2 ans, c'est assez impressionnant. Malgré le fait que vous avez plusieurs langues à votre actif, on travaille plutôt en hébreu qu'en anglais, en fait. Oui, complètement. En tout cas, ça vire très vite, ça revire très vite à l'hébreu, c'est sûr. Bosser avec des Israéliens, c'est à la fois super excitant et super challengeant. Autour de nous, les Français qu'on a pu rencontrer bossent surtout en fait avec la France. On est des indépendants qui font la navette souvent avec Paris. On s'estime vraiment chanceux de bosser entouré que d'Israéliens. En l'occurrence, moi, je rapporte aussi à une direction régionale qui est basée à Paris, donc j'ai affaire à des personnes françaises, internationales, mais ici, au sein de la filiale, on est complètement israélien. C'est challengeant parce qu'il y a cette vitesse dans l'exécution, il y a cette réactivité qui est complètement folle, il y a le fait de partir très très vite dans une direction un peu en mode commando finalement, et puis de se dire c'est pas la bonne option, mais de réagir très très vite et puis de partir sur une autre piste, c'est à la fois super excitant et parfois un peu déstabilisant et toujours assez fatigant. Pourquoi déstabilisant? On a l'habitude en France, en Europe, dans d'autres modèles que je peux connaître en tout cas, de prendre vraiment le temps de la réflexion. Ils sont stratégiques, de bien peser le pour, le contre. Et ça a des avantages, c'est qu'on part dans une direction où tout n'est pas maîtrisé, mais on sait à peu près où on va aller.
L'inconvénient, c'est qu'en fait, le temps de la réflexion parfois est tellement long que, ok, l'idée était bonne il y a 6 mois, mais là, Coco, c'est un peu trop tard. Ça risque pas d'arriver ici? Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. On a une idée, ok, go, on l'exécute. Ce qui peut être compliqué, c'est comme moi je suis à cheval en fait entre une exécution et une filiale israélienne, et puis finalement une direction qui est européenne et mondiale, d'accord? Européenne basée à Paris et puis mondiale basée à New York, c'est un groupe américain. Ils ont parfois du mal à comprendre en fait comment on bosse. Et ça fait un vrai décalage. On doit, nous ici, filiale israélienne, mais filiale tout de même, répondre à des process qui sont assez cadrés, assez précis. Et il y a comme un décalage dans la façon dont on devrait bosser et la façon dont on bosse pour de vrai. Au final, ce qui est magique, c'est pas de la magie, c'est juste du travail, c'est qu'ici, tout finit par se faire. C'est quoi la force en fait? C'est la rapidité d'exécution, c'est la façon de penser qui est différente? C'est cette confiance que on va y arriver, quoi. On va y arriver. Et si la porte est fermée, on passera par la fenêtre. Mais on va y arriver. Et le Covid a été pour ça un exemple assez incroyable. C'est que la filiale, en fait, a accéléré pendant la période Covid, comme jamais, et plus rapidement que les autres. Ici, la filiale israélienne a réussi à faire quelque chose d'incroyable et à mettre en place un business online, comme on l'appelle, direct to consumer, qui a progressé à une vitesse effarante. Pourquoi? Parce que l'équipe locale a réussi à trouver des stratagèmes, des idées très opérationnelles, très concrètes pour continuer à pousser le business, malgré le télétravail qui s'est transformé en force pour l'entreprise, malgré cette distance avec la consommatrice, mais qui est devenue plus accro aux produits du groupe que jamais. Donc c'est absolument fabuleux ce que la filiale a réussi à mettre en place. C'est un exemple pour le reste de la région. Donc c'est admirable. Et en même temps, il faut pouvoir suivre la cadence parce qu'encore une fois, tout va très très vite. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour réussir ici? Plus de flexibilité ou plus de rigueur? Pour réussir ici, il ne faut surtout pas oublier d'où on vient. Donc il faut garder ça à rigueur européenne, française, tout en s'acclimatant à une flexibilité folle en Israël. Flexibilité dans les rapports humains. Un type qui va vous gueuler dessus, en fait, il n'y aura rien de personnel. Ça sera juste parfois un mode de communication. Flexibilité dans l'agenda, parce que des rendez-vous qui peuvent se caler d'une heure sur l'autre, voire d'une minute sur l'autre, peuvent aussi s'annuler 5 minutes avant. Être ouvert à toutes les idées, être ouvert à tous les tests possibles. Ce qu'on appelle en fait finalement la Startup Nation, pour reprendre une autre expression anglaise, c'est d'être en permanence dans du test and learn. De tester des modèles, de tester des idées, et puis de se dire ok, ça marche pas. Si ça marche, très bien, on va répéter l'exemple, mais on va le mettre à l'échelle pour en faire un succès encore plus retentissant. Il faut être un véritable acrobate. Tout dépend des secteurs, j'imagine, mais dans les secteurs en lien avec la distribution, la grande consommation et même la distribution plus premium et luxe, il faut pouvoir être ouvert à toutes les idées. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment ici? On sent vraiment une cohésion, un esprit de famille à tous les niveaux. Du collègue au taxi, on fait un. La nation, elle fait un, malgré les divergences qu'on peut entendre en ce moment notamment. Cette nation, elle a toujours fait, elle doit continuer à faire un. Ça, c'est absolument incroyable. On a les mêmes références, c'est tout bête, mais voilà, moi, une collègue qui me souhaite Shabbat Shalom le jeudi soir, bah, ça me fait toujours quelque chose. On fait partie d'une histoire commune. On peut venir du Yémen, de Russie, d'Azerbaïdjan ou du Canada. Ça, c'est pour la partie plus... on va dire familiale et spirituelle et mindset, mais dans la partie plus business, cette capacité à aller très vite, à exécuter, à tester, c'est fascinant, quoi. C'est juste fascinant. Je me suis tellement souvent retrouvé dans des univers en Europe où je sentais des blocages, dans des belles entreprises où on était assis sur des tas d'or, mais on était incapable de prendre des décisions pour mettre en place et tester des modèles qui pouvaient être gagnants avec un risque, mais qui pouvaient être gagnants. Ici, il y a cette capacité à aller vite, à tester des choses dingues, à risquer complètement. C'est un pays où il y a énormément de gens qui sont bénévoles. Je sais que vous, c'est quelque chose qui vous touche déjà depuis la France. Est-ce que vous avez envie de vous investir dans ce domaine-là, de faire vous aussi avancer la société israélienne? Oui, absolument. En France, j'ai présidé le Club 21e siècle, qui est une belle association fondée en 2004 pour la diversité et l'égalité des chances. Ce sujet me passionne. Venir en Israël, faire son alia, déjà, en soi, c'est s'engager pour quelque chose. Et il faut prolonger l'engagement de l'alia, c'est mon point de vue, en s'engageant dans une association qui pourra contribuer, encore une fois, à une communauté, à une région, à avancer, à aller de l'avant. Donc c'est mon projet et j'espère le mener à bien d'ici la fin de l'année. Si vous regardez en arrière, alors c'est pas très long, 2 ans en même temps, c'est beaucoup vu le chemin parcouru, vous vous dites quoi?
Ce sont 2 belles années qui ont été très denses. J'ai l'impression d'être arrivé hier et en même temps d'être là depuis toujours. C'est assez paradoxal. J'ai le sentiment qu'un gros bout de chemin a été fait, mais qu'il reste encore bien des kilomètres avant vraiment de comprendre et d'intégrer ce pays complètement, et cette culture, et cette société. Ces 2 années qui ont été 2 années de réinvention de moi-même, de nous-mêmes, je parle pour ma famille et pour moi. On prend le temps de faire les choses, on prend le temps de comprendre comment toute cette société si complexe en fait fonctionne. C'est pas un hasard si l'un des mots qu'on nous répète 14 fois par jour, c'est savlanout, la patience. Il en faut quand même beaucoup pour comprendre les codes, pour s'intégrer. Mais sa place, en fait, on l'a en arrivant ici. De fait, on l'a. C'est un retour chez nous. Donc notre place, elle est là. Pour nous, c'est une sorte d'évidence aujourd'hui. Donc on y est bien en Israël, on y est très très bien. C'est pas simple tous les jours, le coût de la vie est élevé. Certains disent que les Israéliens aiment l'Alia et pas les Olim. Je suis convaincu que c'est faux. Simplement, ce pays ne nous a pas attendus pour avancer, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est l'effort, en fait, il est à faire aussi du côté des Olim. On ne peut pas arriver et puis se dire que, ok, c'est gagné, je suis là, j'ai fait l'effort, offrez-moi votre pays, attention, j'arrive. Non, il y a cet effort à faire pour trouver sa place ici. C'est pas simple et en même temps, c'est super excitant.